Donc, parce qu'elle a soutenu son mémoire, moi je l'ai juste déposé ce même matin. Et je tiens le 1er février. Voilà. On a quand même 2 partiels à rendre. Enfin, vous avez peut-être fini aussi? Moi, j'ai encore tout rendu. Il m'en reste 2 à faire dans celui-là, l'AFD. L'aide. Ah oui, par contre, ça, ouais. C'est dire quoi l'AFD? Enfin, l'aide au développement. C'est l'aide l'aide au développement. Un sujet. Ok. Un sujet. Voilà. Et donc là, on avait un cours sur la microfinance. Avec qui? Avec un prof de l'université de Bruxelles qui s'appelle Marek Hudon. Oui. Qui était pas mal d'ailleurs. Et il nous a soumis. Tu avais vu la thématique? Je t'envoyais d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui, sur la dérive d'émission. Oui, bien sûr. Et comme il voulait quelque chose d'assez original en termes de recommandations et aussi de partir d'un cas concret, il me semblait intéressant je pensais à toi, je pensais que ce serait intéressant qu'on en discute. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que je vous explique un peu ce qu'on fait? Oui, ce serait bien. Et puis après, peut-être de zoomer sur cette problématique de dérive de mission. Nous, on est au cœur de ça. Hein. C'est vraiment un sujet total. Enfin, on est comme beaucoup d'autres fellow Ashoka et autres. Quand on a démarré, c'était assez simple parce qu'on était seul, il n'y avait personne et on s'est intéressé à un sujet qui était finalement l'alliance entre emploi et économie. Et donc voilà, l'entrepreneuriat, c'était finalement quelque chose autour de l'emploi choisi et puis de la dynamique personnelle ou collective. Et plutôt, tout vraiment à l'origine, correspondant à des besoins non couverts. Hein, il y a des territoires où, c'est complètement le sujet des Gilets jaunes, vraiment au cœur du truc, c'est-à-dire, il y a vraiment, on a décidé il y a 50 ans, on a planifié un certain type d'aménagement du territoire. Ah oui. On l'a planifié, ça c'était il y a 50 ans. Donc on a décidé de désertifier une grosse partie de la France, en gros 2/3 de la France, et il y a des territoires où on a vraiment fermé, l'Ardèche, pour ne nommer que l'Ardèche, on a décidé de fermer toutes les gares. Donc un jour, il n'y a plus de gares, il n'y a plus de trains. Bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'emploi, bien sûr, parce qu'on jette on jette la laine des moutons, on ne s'intéresse plus du tout au fonctionnement de certains territoires, on considère qu'ils sont rayés de la carte. Donc ça, c'est une politique qui a donné un certain type de mode de transport, avec des lignes TGV hors du commun, magnifiques, qui permettent des modes de circulation d'une rapidité extrême. Et évidemment, parallèlement, les autres sont fermés et on explique que c'est parce qu'il n'y a personne dedans, ce qui est vrai. C'est très juste. Elles sont plus rentables, il n'y a personne dedans, donc on ne réaménage pas, et petit à petit on ferme, on réduit et on remet en place un système de bus qui pose plein d'autres questions sociales, de territoire, bref. Donc nous, on a vraiment décidé de s'intéresser à un sujet qui était autour de tout ça, parce que, bien sûr, l'aménagement du territoire, bien sûr, c'est l'emploi, et puis ensuite, ça va être les habitants, les écoles, et puis un jour, les maisons de retraite, donc les modes de circulation, les modes de consommation, le commerce, etc. Et justement, là je parlais à dessein d'histoire de la tonte des moutons, parce que Ardelaine, pour moi, ça a été une entreprise un peu choc, parce que j'étais étudiante, j'étais journaliste chez Autrement, et je faisais aussi des papiers pour le Monde du Dimanche. Et Ardelaine, c'est vraiment une des premières choses qui m'a vraiment frappée. Donc des gens qui venaient d'univers complètement différents, pas du tout du monde agricole, et qui se sont intéressés à ces villages abandonnés, des villages entiers abandonnés, des maisons magnifiques. Et évidemment, on ne s'intéresse plus aux châtaignes, on ne s'intéresse plus à la tonte des moutons, et tout ça part à la poubelle. N'a plus aucun usage. Donc comment, finalement, sur un territoire magnifique, on peut recréer de l'emploi, réouvrir des écoles, recréer des modes de transformation, pas de transformation, de mobilité, et également, à partir de là, créer des modes de tourisme différents, avec des gîtes, avec des tables d'hôtes, voilà, une autre façon de penser le territoire, aussi de faire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, des urbains et des ruraux,
voilà, la ville, la campagne, voilà, des mondes qui, en plus, maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, n'ont plus aucun moyen de se rencontrer. C'est fini, quoi. Si on n'a pas une famille qui est à la campagne, moi, mon cas, j'avais personne de ma famille qui avait... toute ma famille était urbaine depuis des générations. On ne connaît pas les gens et finalement, chacun porte ses représentations. Tu viens de la ville, donc tu penses comme ça. Tu as fait ce genre d'école, donc tu penses comme ça. Voilà, donc ça décline plein de choses sur... alors aussi, ce qui se passe aujourd'hui est aussi très très éclairant sur toute cette politique qui a été très pensée. Donc nous, notre sujet, c'était permettre à des gens de créer, de penser un projet et d'aller jusqu'au bout de ce projet sans obstacle, quoi, sans se dire bah non, c'est pas pour moi, ou écouter simplement l'environnement proche qui dit mais non, mais t'es vraiment dingue, tu es psychothérapeute, tu es un prof de maths, tu es informaticien, tu es ingénieur, t'as un très bon boulot, pourquoi tu vas commencer à penser à autre chose, puisque vraiment pour nous l'origine, c'était pas... On a vraiment démarré à Paris, hein. C'était pas tant les demandeurs d'emploi involontaires que les demandeurs d'emploi volontaires. C'est-à-dire ceux qui avaient envie, qui avaient un boulot, mais qui étaient prêts à le quitter pour faire un truc qui était vraiment le rêve, ou vraiment quelque chose auquel ils avaient pensé depuis longtemps. Hein, c'est vraiment ça le cœur du truc. Je fais un boulot, vraiment, je m'ennuie au boulot, et moi, franchement, plein de copains qui ont fait les mêmes études que moi, c'est-à-dire quand même parmi les meilleures études possibles, hein, qui s'ennuient au boulot toute leur vie. Et qui, toute leur vie, ils ont fait Dauphine, ils ont fait HEC, et ils font un boulot qu'ils n'aiment pas. C'est quand même pathétique. Parce que quand on fait un boulot qu'on n'aime pas, mais parce qu'on n'a pas le choix de faire autre chose, parce que voilà, le CV, le pays d'origine, ou même l'adresse d'habitation bloque, c'est déjà assez effrayant. Mais voilà, quand finalement les gens présentent toutes les caractéristiques du possible, mais bon, on connaît la tirade, passe ton bac d'abord, puis ensuite tu as un boulot, puis tu ne vas pas quitter ton boulot, et puis j'ai une première échéance, j'achète mon appart, j'achète ma voiture, j'achète ma deuxième maison, enfin bon, les études des gosses, il y a toujours 1000 prétextes qui font que je repousse ce projet. Donc notre vraiment ambition, c'était de permettre à des gens de tenter, de vérifier si c'était possible, et puis ensuite de les former, de les aider à rentrer en contact avec d'autres, briser l'isolement, construire à plusieurs, repenser, et ça à l'échelle de chacun des territoires. Là, aujourd'hui, c'est... Et tu disais que vous avez commencé à Paris, et on a commencé à Paris, puis après tu as essaimé ou... Oui, en fait... Parce que tu as parlé beaucoup des territoires. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je travaillais... j'étais étudiante encore, mais j'étais pigiste à La Revue Autrement. Et Autrement organisait beaucoup de rencontres sur les territoires. Alors ils avaient des colloques en permanence, les ateliers d'octobre qui se déroulaient un peu partout, souvent des colloques sur des thèmes, toutes les problématiques sociales. Ils savaient très bien les anticiper, les repérer, et puis faire intervenir voilà, les personnes qui pouvaient en parler, aller sur le terrain. Donc, quand on a sorti le premier bouquin sur l'entrepreneuriat, qui s'est appelé « Et si chacun créait son emploi », c'était vraiment la première fois. Le bouquin a très bien marché, notamment parce que, en parallèle, la France 3 a fait un petit prime time, vraiment, même sur une petite chaîne, à 20h30, on s'est ramassé 3 sacs de courrier. Et parce que la chaîne avait... On pourrait faire un petit truc d'1 heure dans lequel on a interviewé comme ça quelques cas un peu originaux. Hein, vraiment, l'ethnologue qui crée une coopérative de menuiserie en Picardie, une entreprise qui crée des activités pour des personnes handicapées, ont des plateformes pour malvoyants, enfin bon, vraiment des choses qui... L'Ardèche... Voilà, des choses qui sortaient de ce que nous, on lisait dans nos news économiques. C'était les pages saumon du Figaro, Le Point. C'était quand même assez limité, quoi. Hein. Et Autrement, c'était une autre façon de parler de l'économie et de parler de l'économie sociale.
Et donc, voilà, l'émission de télé a amené beaucoup de personnes, enfin, nous a ramené au fait que sur les territoires, il y avait une appétence à ça. En fait, la première synthèse, c'est que personne n'invente jamais quelque chose tout seul. Il se trouve qu'il y a des moments qui sont propices à recevoir, à s'imprégner d'une idée et c'était le moment où c'était le possible, c'est-à-dire on pouvait commencer à parler d'une économie différente. Il y avait très peu de chômage, hein, donc il faut se remettre aussi dans un contexte. Voilà, Giscard, barre, pas de chômage pratiquement, et on est encore dans cette idée qu'on peut arriver à être zéro chômeur, donc des trucs complètement invraisemblables aujourd'hui. Et donc cette vague-là, on organise un colloque qui s'appelle Les Nouveaux Entrepreneurs, et là il y a 2500 personnes de France, de Belgique, d'Autriche, qui viennent avec plein d'idées, plein de projets, plein d'ambitions. Alors soit j'ai envie de monter un projet, soit je suis prêt dans tel bassin d'emploi, dans telle région, dans tel territoire, à aider des gens qui ont envie de monter un projet. J'ai envie de... Voilà, il y avait vraiment cette articulation territoire et implication, envie de s'impliquer, envie d'aider. Et donc là, on a commencé à mettre un peu les contours de ce que ça pourrait être. On a même trouvé à l'époque l'idée boutique de gestion, parce qu'il y avait eu des boutiques de droit. C'était vraiment quelque chose qui était né un peu dans les années 70. L'aide partagée sur le droit, les problèmes avec les propriétaires ou les problèmes de divorce. Voilà, comment partager un peu sur le droit, comment se former mutuellement, comment avoir un peu les bases pour des choses très très communes. Et il y avait aussi les kindergarten en Allemagne qui étaient une espèce de crèche collective, crèche parentale, enfin ce genre de choses. Donc, on avait repris ce nom en disant finalement la chose c'est un lieu très simple, très accessible, pas oppressant, avec un pouvoir qui fait peur d'experts, et qui permet aux gens de pousser la porte, d'avoir l'information dont ils ont besoin, d'avoir des contenus, d'être supportés et d'être et que ce soit très accessible un peu à tous les sens du terme, que ce soit économiquement, mais plus encore socialement, hein, accessible au plus grand nombre. Voilà, et donc quand je suis revenue, mon patron m'a dit voilà, je te file un bureau, crée ta boîte. En gros, hein, c'est un peu schématique, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et je me suis retrouvée avec un petit bureau qui restait dans la rue Autrement, et qui était d'ailleurs une ancienne cuisine. Le seul bureau qui restait, qui était une ancienne cuisine, donc il y avait encore une hotte, etc. Et voilà, organise, vois comment tu peux organiser cela. Voilà, donc j'ai commencé à faire un petit flyer que j'ai glissé dans que j'ai glissé avec l'équipe d'Autrement, hein, qu'on a mis dans tous les numéros de la revue et du mensuel. Et à partir de là, il faut se dire déjà que quand on est dans la presse, il y a tout un réseautage qui se fait. Et aussitôt, j'ai eu 2-3 émissions de radio. Voilà, il y avait eu aussi cette émission de télé qui avait été très, très, très porteuse, où j'avais pu interviewer une dizaine d'entrepreneurs, et ça avait été, c'est sûr, assez dynamisant. Et je donnais rendez-vous aux gens tous les jeudis après-midi. Donc j'arrivais de mes cours, et premier jeudi, donc sans rendez-vous, du genre de 14h à 18h, quelque chose comme ça. Et donc, quand on est dans une revue, il y a quelqu'un qui peut faire un joli truc. Donc on avait un petit flyer très joli. Et premier jeudi, il ne devait pas y avoir grand monde. Deuxième jeudi, mais au bout du 4e jeudi, il y avait la queue dans l'escalier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça correspond vraiment à un besoin. C'est évident qu'on est dans un moment clé de la société où il y a une appétence pour cela. Maintenant, il va falloir le structurer vraiment. Donc, j'ai fait appel aux réseaux familiaux, profs, etc., pour structurer un peu tout ça. Et surtout, je me suis retrouvée avec des dossiers, beaucoup de coopératives, et surtout des très gros plans de financement. Et c'était des projets ambitieux. Donc, c'était l'usine de papier recyclé, c'était
C'était une grosse coopérative qui ambitionnait de concurrencer le vieux campeur. C'était vraiment des trucs de grosse taille, quoi. Voilà, et donc on a commencé petit à petit à structurer une offre, une façon de financer, des modalités de travail. On a commencé à se poser des questions de profil de collaborateurs, parce que finalement nous on était formés à la grande entreprise, pas du tout à la petite. On savait faire des études de marché pour Chanel ou pour L'Oréal ou pour Renault. C'est comme ça c'était ça la mode de l'époque, c'était les petites entreprises, on s'en fout. Et d'ailleurs, j'étais très frappée parce que j'étais voir un de mes profs quand j'avais été à une audition. Enfin, j'essayais de repérer des choses qui se passaient parce que j'avais beaucoup de mal quand je voyais toutes ces grandes entreprises qui nous proposaient des choses. J'étais pas très attirée. Donc, je me disais, sans doute, j'irai travailler dans une ONG. J'y voyais pas bien clair. Et j'ai été parler à un de mes profs de ça, de toutes ces petites boîtes qui n'avaient pas d'études de marché, et que j'avais repéré en me baladant en France. Je connaissais très, très, très mal la France. Donc je découvre des boîtes qui ont fait des erreurs majeures. Enfin, le b.a.-ba, très mauvaise implantation, zéro client qui passe devant, pas d'attractivité. Enfin, pourquoi tu as pris la boutique? Parce qu'elle n'était pas chère. Vraiment, tu vois, il vaut mieux avoir un truc bien plus petit. Bien situé. Et bien situé que un truc peut-être grand et pas cher. C'est absolument absurde. Et voilà, tout ça, c'est toutes les questions éventuellement on ne se pose pas quand on a tellement de choses à penser et on pense plus au produit finalement, souvent qu'au client. Et quand je parle de ça, on se dit, c'est vraiment étonnant, toutes ces boîtes qui n'ont aucun guide, aucune méthode. Je me dis, mais on s'en fout, c'est juste parce que ça n'a aucune importance. Toi, demain, tu diriges Thomson. Toi, demain, non, mais là, vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas le sujet. Et ça m'avait énormément troublé. Parce que finalement, je me disais, mais comment on voit qu'il y a des choses possibles. Moi, je connaissais effectivement pas très très bien ni la ruralité, ni les petites villes. Moi, je connaissais que Paris, quoi. Enfin, globalement. Et puis je connaissais d'autres pays. Mais vraiment, je connaissais rien. Enfin, je me rendais compte, j'étais gamine aussi, mais je connaissais rien. Mais on me disait, il n'y a rien à en tirer, quoi. Il n'y a rien à en tirer. C'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Là où ça se passe, c'est le CAC 40. C'est le seul endroit où il y a des choses à faire et c'est pour ça que vous êtes formés. Ce qui était vrai. Vous êtes formés que pour ça. Pas formés pour autre chose. Vous ne parlez pas d'autre chose. Ça n'avait aucun sens. Donc là, j'ai vite compris que voilà, on était complètement en décalage et qu'il fallait se débrouiller un peu tout seul pour... voilà. Donc au bout de quelques mois, j'ai contacté plusieurs personnes des régions que j'avais rencontrées lors de ce colloque. Donc on s'est retrouvés à 7-8 à Paris un week-end. Et on a fait un petit point où on est. Et bon, moi j'étais la seule qui avait démarré concrètement quelque chose parce que autrement m'avait offert cette opportunité, m'avait donné ce coup de pouce. Enfin, à vrai dire, même très, très, très clairement, je pense que si... tout est un truc d'opportunité, quoi. Je fais ce bouquin, c'est complètement un pur hasard. En plus, je suis une gamine, je connais rien. C'est incroyable qu'on m'ait filé ce truc. Enfin, c'est un ensemble de chances voilà, qui sont arrivées enfin voilà, il n'y avait pas tellement de réflexion, c'était super, c'était une chance. Moi, c'était des boulots qui me permettaient de vivre, quoi, d'être autonome. Et puis finalement, après, je me retrouve face à ces gens qui sont du Nord, de l'Ouest, du Sud, de Poitou-Charentes, qui sont vraiment des gens de territoire où se posent plein de problèmes, et qui disent, mais oui, mais on peut faire ça, mais en fait, ça peut être un moyen d'aider des gens justement à redynamiser ces territoires. Ça peut être une super opportunité, il y a plein de choses à faire, c'est évident. Et finalement, le colloque avait été un miroir, finalement. Un miroir, parce que ça permettait à des gens de se dire, mais oui, mais je ne vis pas dans la zone totale. Il y a du possible. Il y a une... tout ça, c'est bien avant le RMI et compagnie.
c'est vraiment, on n'est pas encore là-dedans, bien qu'il y ait déjà des territoires et rayés de la carte en termes d'aménagement du territoire, et rayés de la carte, qui commencent à être rayés de la carte en termes de personnes. C'est-à-dire qu'on ferme des boîtes et les gens, ils sont tous au chômage et ils sont tous en pyjama dans la rue. Ils sont tous en pyjama dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ne s'habillent même plus. Tu les vois, tu ne sais pas s'ils sont en pyjama, en jogging, mais ils sont plus dans le coup, quoi. Et donc, voilà, il y a tout ça qui se construit. Bon, moi, j'avoue, je l'ai découvert vraiment petit à petit. C'est-à-dire, j'ai découvert que il y a des territoires où les gens avaient commencé déjà à baisser les bras. Voilà, c'était le début d'une nouvelle ère en matière, justement, de qui je suis, à quoi je peux prétendre, puis-je prétendre à quelque chose. Voilà, c'est bon, c'est le début, parce qu'à chaque fois que... C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on ferme une usine. Enfin, oui. On ferme une usine pour aller fabriquer la même chose en Roumanie à deux fois avec un coût de main-d'œuvre 2 ou 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher pour vendre les machines exactement au même prix. Et ça dérange personne. Et simplement, les gens, ils sont durablement au chômage. C'est fini, quoi. Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont monoproduits, monotâches. Donc on peut dire soyez souple, etc. Donc voilà, tout le cœur du truc, c'est ça. C'est d'abord très positif. Et c'est là que je commence, moi, à voir comment dire, la fracture territoriale. Je comprends la fracture territoriale parce que nous, ici, les gens qu'on reçoit, c'est très 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 majoritairement, pratiquement des profils de cadres, des profils de gens qui veulent faire des choses et qui veulent réaliser leurs rêves ou leurs choix, etc. Seuls ou à plusieurs, souvent à plusieurs. Et on voit, alors ça pousse la porte toute la journée, voilà, donc on commence à structurer, à inventer comment on peut financer, donc on fait des systèmes de forfait, enfin on bricole un peu tout ça. Et bon, on se fait agréer en matière de formation, on commence à monter des modules de formation, à faire des par secteur d'activité. Bref, on invente plusieurs types de choses. Et puis, petit à petit, on commence à se rencontrer avec les autres en se disant, voilà, on est en train en fait de construire un métier. Un métier n'existait pas, on est en train de le structurer. Donc, il faut... comment on va chercher nos équipes? Où on va les trouver? Qui sommes-nous d'abord? Quelle formation on a? Bon, c'est pas vrai que tout le monde a des formations plutôt très très élevées. Donc tous les profils sont plutôt élevés de gens qui ont le choix et qui font ça par choix. Parce qu'ils ont le choix. Mais finalement, dès lors qu'on a fait des études, à l'époque, on a tous le choix. Pas du tout, il n'y a aucune angoisse de chômage. Aucun de nous ne... Mais à l'époque, voilà, on n'est pas très nombreux non plus. Enfin, beaucoup plus nombreux aujourd'hui, à 3 fois plus à passer le bac, à faire des études supérieures, c'est plus compliqué, mais enfin bon. Donc, on est relativement à l'aise par rapport à tout ça. C'est pour expliquer, pas la facilité, c'est pas si facile, mais quand même, oui. C'est vrai que c'est plus aisé pour nous que ça le serait pour d'autres. Et petit à petit, on circule, on se retrouve chez l'un, chez l'autre. Et là, je me rends compte que finalement, on ne peut pas avoir la même pensée parce que moi, je suis contre la gratuité. Je pense qu'il faut faire payer les gens, même un peu. Et je vois des territoires où on me dit, mais non, on ne peut pas faire payer les gens, ça doit être gratuit. Moi, je suis contre la gratuité. Je suis toujours contre, en général, toute forme de gratuité, parce que je pense que ce n'est pas du tout une bonne façon. C'est pas que l'histoire du psy, on paye parce que ça a de la valeur, mais c'est juste que c'est une façon d'adhérer à quelque chose, quoi. J'en suis, je participe. Donc bien sûr, on ne va pas payer tous la même chose. Hein. C'est le ticket modérateur pour la cantine ou pour la crèche ou pour le centre aéré. Mais moi, je suis pour le ticket modérateur, mais je suis pour une participation. Donc là, on commence à avoir un peu des débats de fond. Comment on peut faire? Qu'est-ce qui peut être payant? Par qui? Etc., etc. Et bon, tout ça, ça prend énormément de temps. Hein. Ça se fait... quand même, ça prend des années, mais enfin petit à petit, on a créé un cursus formatif interne. On a aussi créé des outils adaptés aux petites entreprises, voire aux très petites entreprises.
qui vont de comment je m'associe, comment j'intègre du personnel, comment je recrute. Et évidemment, clé, c'est comment je trouve des clients, comment je finance mon activité, mon seuil de rentabilité, etc., etc., le suivi qualité. Bon, puis on invente plein d'outils, on invente les couveuses lab, les incubateurs, on invente tout ce système qui va permettre aux gens d'avoir un cabis et sans prendre de risque, de garder leur salaire de salarié ou leur revenu de demandeur d'emploi ou de minima sociaux, et pour autant de créer leur boîte, tout ça, juridiquement, complètement. Bon, ça, on a obtenu ce droit. Enfin, on a passé notre temps, et on continue, à faire du lobbying pour obtenir à chaque fois une nouvelle façon de considérer l'entrepreneur potentiel qui soit va créer, soit va trouver un job, enfin, en tout cas, va réadhérer au modèle sociétal. Hein, le principe, c'est que les gens puissent voter. Ils ont envie de voter. Quand ils sont rentrés dans un cursus, etc., ils revotent. Et ils sont plus exigeants aussi. Et ils sont plus demandeurs et offreurs. Voilà, bon, ça, c'est tout l'enjeu, je dirais, de la chose. C'est bien sûr aider à créer plus d'entreprises et aider à créer mieux d'entreprises. Et voilà, donc on a réussi à développer ce réseau sur toute la France, puisque maintenant c'est 550 lieux en France, avec en gros 1 millier de salariés et 1 millier d'intervenants externes, bénévoles ou dans la gouvernance. Après, tout le sujet, c'est le modèle économique de ces structures. Et ça rentre un peu dans la question que vous posez finalement comment éviter les dérives, hein, comment ne pas perdre son âme, l'objectif social, etc. Alors il y a quand même un sujet qui est de se faire des plans stratégiques, des PLT, hein, très régulièrement, de les suivre. PLT, plan long terme. Oui, c'est ça, qui sont partagés avec l'équipe, qui sont revus dans le cadre de séminaires annuels. Et qui permettent de se challenger, interroger sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, et comment on va poursuivre. Donc ça, c'est très très important. C'est finalement d'avoir une feuille de route sur les différents sujets qui sont aussi bien justement la RH que la com, que les types de cibles, comment on s'adresse, à qui on vend, comment on vend, combien on vend. Voilà, toutes les modalités, ça doit interroger absolument tous les modes d'intervention, d'organisation, etc., à tout niveau. Et ça doit être partagé par le plus grand nombre, en faisant des retours sur les suivis, en faisant travailler en groupe de travail, et puis par le management local aussi. Et en se posant régulièrement les questions du marché, on y va pas, pourquoi on y va, pourquoi on n'y va pas, pour des raisons à la fois de rentabilité, parce que ça c'est quand même le cœur du truc, hein, c'est que c'est très très dur de rentabiliser ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on a inventé un métier, on était les premiers, donc les personnes, donc on crée ce métier, il faut arriver à convaincre tout le monde, enfin ceux qui peuvent être les financeurs en tout cas, à quel point c'est utile, à quel point ça rend service à la collectivité, à quel point il y a un retour sur investissement. Bon, donc c'est la méthode du ROI, enfin, etc. C'est-à-dire vraiment montrer le calcul et le retour sur investissement. Et donc ça, c'est tout un travail de mesure d'impact, de calcul assez poussé. Quand on est tout seul, bon, il faut à la fois créer la structure, enfin créer le modèle et convaincre, en sachant qu'il n'y a
il n'y a pas d'exemple, il n'y a rien qui permet de comparer. Hein. À quoi on correspond? On correspond à quel type d'usage? On est concurrent de quoi? Alors ça veut dire aussi que c'est toujours beaucoup plus simple quand on a des concurrents, finalement. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de choses... voilà, et on se fait beaucoup dégommer par beaucoup de gens qui considèrent que ça n'a aucune utilité. Parce qu'on est, au sens net, on est entrepreneur, on ne le devient pas. Là, c'est gravé dans toutes les têtes, dans beaucoup de têtes, et vraiment pas l'utilité d'une chose pareille, parce que finalement, les gens, soit ils sont entrepreneurs, soit ils ne sont pas, quoi. C'est même pas alors que, évidemment, c'est faux, et on le prouve. Aujourd'hui, tous ces éléments-là, qu'on a passé des années à répéter en montrant des exemples, en montrant par nos concours, par énormément de choses, d'événements qu'on organise, on a montré que c'est vrai. Mais bon, alors voilà, donc ça c'est à peu près, c'est partagé quand même par de plus en plus de gens. Mais une fois qu'on a créé un marché, qu'il existe, ça s'appelle un marché, bah évidemment il y a d'autres gens qui viennent dans ce marché. Alors ceux qui viennent, c'est soit des très gros, qui intègrent ça dans des politiques plus larges, par exemple des chasseurs de tête, des gros cabinets de recrutement, des grosses boîtes d'intérim, tout ce qui est société qui accompagne les plans sociaux, enfin tout ce genre de trucs. Ils vendent ça en même temps, quitte même à nous acheter des prestations. Non, même à chasser chez nous des salariés. Les salariés chez nous, ils sont très très bien formés. Donc, c'est assez facile de les payer mieux que nous, parce qu'on ne paye pas du tout bien. On ne paye pas du tout à l'échelle des diplômes, etc. C'est très clair. On ne paye pas assez les gens. C'est notre principal problème. Pour arriver à garder sur le long terme les équipes qui sont là depuis longtemps, qui sont super motivées. Mais bon, alors, surtout à Paris, vu le prix du foncier, voilà. Donc, 3 petits points. Donc c'est un énorme problème. Donc un chasseur de tête ou une boîte de ce type, bah, elle peut parfois même doubler le salaire. Je comprends. Je comprends. J'ai mon premier enfant. Il y a très très peu de temps, on a un jeune papa qui est super content, qui travaille avec nous, mais il était fou de joie, il adore, il est excellent, etc. Et on lui a proposé, dans un boulot beaucoup moins intéressant, quasiment le double. Donc nous, on ne peut rien faire. Le double, on ne peut pas. C'est juste pas possible. On a une échelle des salaires en plus assez étroite. Donc la marge, on n'en a pratiquement pas, quoi. Voilà, donc c'est eux, ou alors c'est tout ce qui peut s'appeler des micro-entrepreneurs, enfin des gens tout seuls, qui ont faim, qui crèvent de faim, et qui arrivent avec leur mobilette, et puis, c'est une image bien sûr, hein, mais qui proposent des prestations, alors des tarifs à des pâquerettes. Bien sûr, ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais enfin voilà. Alors, en général, ça se voit que c'est pas la même chose, donc ça peut créer des insatisfactions, un certain nombre de. Mais enfin, pour autant, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on commence quand on se retrouve là, et c'est souvent vrai sur des territoires. C'est évidemment très vrai à Paris, mais c'est vrai dans plein de territoires ruraux où là, il y a vraiment des gens qui vendent des prestations pour des prix extrêmement bas. Donc là, c'est horrible. Horrible. Par rapport au sujet que vous posez, c'est juste horrible. Parce qu'on a, 10 salariés, 15 salariés sur un territoire. Ça pose vraiment un problème de maintien de leur poste, quoi. Donc c'est très très compliqué. Voilà, donc le sujet, c'est à la fois de continuer toujours à maintenir notre ligne. Alors notre ligne, elle est, pour faire simple, elle est de garantir au plus grand nombre l'accès à un parcours. Parcours, ça va de faire son bilan de compétences entrepreneuriales, d'être accompagné, d'être diagnostiqué, d'être formé, de pouvoir vraiment avoir une formation à la carte en fonction des besoins que
que je maîtrise mal. Hein, je ne suis pas très bonne commerciale, ou je ne suis pas très bonne en gestion. J'ai du mal vraiment à suivre mon seuil de rentabilité. Ça ne me parle pas du tout. Ou au contraire, moi je suis très très bonne en com, mais j'ai un énorme problème sur les problèmes de gestion de prod. Je suis mal, mais comment finalement rationaliser mieux dès que je fais dès que je produis des choses, quoi. Tous les gens qui font des lignes de vêtements, des lignes de bijoux, des lignes de meubles, mobilier, etc. Bon, c'est très très, la gestion de prod, c'est super commercial aussi, hein, mais il ne faut pas se tromper. Il faut pas, je veux dire, combien je sors de table au jour, à la semaine, au mois, enfin bon, je peux pas me... Voilà. Donc, nous, on est là pour permettre aux gens de pouvoir, à la carte, avoir accès à la formation dont ils ont besoin. Et qui soit aussi assez concrète, assez pratique. Il ne faut pas... on ne va pas y faire une formation de 2 ans en entrepreneuriat. On fait des choses super pointues qui vont aussi permettre d'être sur le terrain, de prospecter mes clients, de commencer à faire mon carnet de commandes. On fait un peu tout en même temps. Et tout ça dans une dynamique collective parce que je rencontre d'autres entrepreneurs. Je ne suis pas tout seul. C'est quelque chose de très dynamique. Et on voit les gens physiquement. Ils arrivent comme ça. Souvent, on les voit voûter. Puis je les vois repartir... soit d'une formation, d'un entretien avec des... Et ils sont là, bon alors la semaine prochaine j'ai ça, enfin ils sont complètement... physiquement quoi, hein, ils se tiennent. Et bien sûr, parce que je m'approprie le truc. Oui. Je m'approprie le truc, c'est mon truc. Et je suis ma ligne quoi. Donc ça c'est évidemment, nous c'est des bonnes nouvelles, hein, nous c'est vraiment la maison des bonnes nouvelles. On a cette chance d'avoir comme ça une quantité de gens tous les jours, partout en France, qui portent le projet, qui portent leur projet. Quels seraient les risques de dérive de mission en fait, chez vous? Comment vous pourriez, En fait, le risque, il est très simple. Il est qu'on devienne un cabinet conseil classique. On ne fait plus rien de pas rentable. Il y a beaucoup de choses pas rentables, hein. Donc on ne s'intéresse plus du tout aux minima sociaux, toutes les personnes, parce que tout ça c'est payé par le département dans le cadre du plan départemental pour l'insertion, super mal payé, super pas... voilà, on répond plus aux appels d'offres Pôle emploi, qui sont très très pénibles. Là aussi on a une concurrence folle, on en gagne, on en perd, c'est terrible. Et ensuite la gestion administrative elle est très lourde. Et on ne s'intéresse plus du tout à ça. Et on se met sur des sujets. On travaille que pour des entreprises. On ne se positionne que sur du marché. On pourrait même imaginer d'avoir des équipes qui viennent d'ailleurs. On est très très souvent prospecté par des Marocains, par des gens... qui utiliser finalement des équipes, des personnes à moindre, qui très très bien formées, mais voilà, comme les entreprises de bâtiment qui font venir des cargaisons de Roumains ou de Polonais pour un chantier pendant 3 mois, et les mecs ils ont un clou, ils accrochent leurs habits, ils ont 3 matelas, et puis ils se relèvent nuit et jour, ils finissent le chantier, ils se barrent, et puis voilà quoi. Non mais je veux dire, on pourrait imaginer de rentabiliser au niveau des équipes, de rentabiliser aussi au niveau des locaux, avoir des locaux beaucoup plus petits, pas du tout d'espace de travail, pas de couveuse là, par tout ça, et d'être beaucoup plus, d'avoir un autre standing par exemple, et de fermer tous les bureaux ruraux qui n'ont aucune rentabilité. Enfin, d'ailleurs, on en a fermé certains, hein, à vrai dire, parce que c'est très très dur de tenir tous les bouts de la chaîne. Donc il y a une réalité, c'est que si on est sur des territoires où il n'y a pas assez de flux, c'est très très économiquement très très difficile de conserver ces lieux. Parce que c'est des charges fixes, c'est du personnel, c'est des lieux qui coûtent, plus du personnel. Et bon, finalement, pour un flux qui est pas suffisant, nous on suit quotidiennement nos taux de prod, on les suit très attentivement,
Et voilà, on a des territoires, évidemment, qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Quand on est au fin fond de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise ou de l'Essonne, c'est des territoires très ruraux, où il y a une très très faible mobilité. On ne se rend pas compte que l'Île-de-France, c'est le territoire national le plus rural, hein, le plus rural de France. Si. Là. J'ai fait un mémoire là-dessus. Oui. Ah oui. Ah ouais. Sur l'Île-de-France. Je me suis intéressée au bassin Seine-Normandie, donc voilà. Bah ouais, complètement. Donc voilà. Ah bah ouais. Ouais. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi dans le cadre du SDRIF. Ah oui, c'est intéressant. Vous l'avez fait pour qui Ah, c'est votre mémoire. C'est mon mémoire, ouais. oui. Ah, c'est intéressant. Vous avez lu les rapports du Césaire là-dessus? Non, j'ai pas lu les rapports du Césaire. Je suis allée chercher plein de sources, mais pas spécifiquement les rapports du Césaire. Enfin bon, en tout cas, l'Île-de-France, la moitié de l'Île-de-France, zéro mobilité, c'est la Seine-et-Marne, zéro transport pratiquement. C'est une zone rurale qui est la zone qui touche le plus de PAC, plus de politique agricole commune. Ça dit des choses quand même. Et quand on est au sud de la Seine-et-Marne, les gens ont une telle haine de Paris. C'est d'ailleurs là qu'a démarré les Gilets jaunes, enfin, en partie. Hein, c'est parce que tu as forcément 3, 4, 5 bagnoles par maison. Dès que les gamins s'autonomisent, ils ont une bagnole et il n'y a aucun autre moyen. Et donc ils sont plus attirés par Reims, par Troyes, que par... Ils ne supportent pas, parce que c'est vraiment le sentiment. On sait que c'est le territoire qui fait le PNB, c'est là que ça se fait. C'est pas ailleurs, c'est là que se fait l'argent. C'est là qu'il y a le plus de richesses culturelles, économiques, d'entreprises, etc. Et moi, j'en profite pas du tout. Moi, je suis dans une no-go zone, je suis rien. Donc je déteste. Oui. Du coup, quels seraient les garde-fous en fait pour éviter cette dérive de mission? Qu'est-ce que tu mets en... Est-ce que c'est toi ta personnalité ou est-ce qu'il y a des choses Nous, on a fait le choix d'être dans une structure associative. Donc ça veut dire qu'on a une double gouvernance qui est à la fois un côté, enfin moi je suis directrice générale et j'ai une équipe de direction, et à côté j'ai un conseil d'administration avec un bureau qui suit très attentivement les choses, avec un président, avec une équipe, un exécutif associatif qui est extrêmement présent, extrêmement vigilant, extrêmement attentif. Et voilà, et ce qui fait qu'on a des débats. Par exemple, évidemment, l'objectif, c'est pas de perdre de l'argent. Hein. Quand on fait une année, on espère faire plus que l'équilibre, gagner, faire un haut de bilan qui va permettre de renforcer faire un bénéfice qui va permettre de renforcer le haut de bilan, etc. et d'avoir une structure financière solide, d'autant que nos clients, qui sont très souvent des collectivités territoriales, nous payent tardivement, bref. Et on peut faire le choix d'investir beaucoup, ce qu'on a fait, dans la formation, dans des activités qui sont très très importantes, et de se dire, on peut perdre de l'argent, pas du tout un objectif, mais on peut accepter de perdre de l'argent dans la mesure où on a fait de gros investissements humains, de recherche et développement, et qui, à la limite, on aurait pu emprunter en effet, mais c'est très très dur d'emprunter pour de la R&D quand on est association, et donc on emprunte, on assume de faire un déficit pour finalement renforcer le socle de l'offre, qui a aussi pour but de construire un trépied. Le trépied, c'est... nous, on a un double objectif, de rentabiliser une structure et à la fois de faire du lobbying en permanence. Faire avancer des idées, on a créé des couveuses, on a inventé beaucoup de dispositifs nouveaux, on est porte-voix en permanence. Là, je vais rencontrer Bruno Le Maire, j'ai ma liste de choses. Je vais
ultra enthousiaste, mais enfin bon, on défend nos idées, puis on essaie de les suivre, puis on est reçu par des députés, des sénateurs, puis on défend nos choses, puis moi j'ai été rapporteur sur un sujet sur la reprise d'entreprise, transmission, en scope, par les salariés ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire comme aménagements fiscaux, enfin bref, donc on fait à la fois ça. Et tout ça, ça permet de construire un modèle France. L'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on doit avoir demain en France ? Qu'est-ce que n'importe quel Français, Française qui soit en zone urbaine, rurale, à quoi il peut avoir accès ? Comment on organise, comment on structure et comment on soutient l'offre ? Aujourd'hui, avec la loi NOTRe, il y a une très très loi NOTRe, vous voyez ce que c'est, c'est la nouvelle réforme territoriale. Oui. Donc vous l'avez étudiée. Oui. Et donc, vous savez que... Oui, c'est ce qui... D'ailleurs, c'est pas hyper clair encore aujourd'hui, parce que finalement, il y a eu des délais, en fait, dans sa mise en application. Et c'est clair. Enfin, pour ce qui est du développement économique, c'est très clair aujourd'hui. Non, ce qui est pas clair, c'est qu'on ait gardé les départements, mais ça, c'est... Voilà. Ça, c'est sûr que les départements auraient dû être dégommés. Enfin, je parle un peu violemment, mais enfin bon, ça n'avait pas tellement de sens de garder les départements en agrandissant les communautés de communes. Enfin, mais en tout cas, non, vous ne pensez pas ? Si, je suis d'accord, mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est que pour l'instant, certaines villes ou même certains villages n'ont pas encore décidé en fait, de se regrouper, donc ce qui crée plusieurs types de vitesses. Et évidemment, avec des compétences qui ne seront pas les mêmes, avec des budgets qui ne seront pas les mêmes, en fait. Normalement, je crois que la loi, il n'y a pas tellement de choix. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont contraints de le faire. Enfin, il y en a qui l'ont fait de mauvais cœur, quoi. Parce qu'il y a toujours cette idée de j'ai plus mon petit budget. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus à plusieurs, mais je préfère avoir mon petit truc à moi tout seul. Parce que moi, je décide pour mon petit truc. Mais si tu as ça à plusieurs, tu as beaucoup plus de moyens. Et en fait, ce que me disait un ami qui est maire d'une petite commune bretonne, il me disait très souvent, le problème, c'est que comme il n'y a pas d'idée de ce que je peux faire, je me retrouve effectivement avec beaucoup plus de moyens, à l'échelle de petits territoires, mais quand même pas mal de moyens. En fait, je ne sais pas quoi faire de ces moyens. Quand j'avais moins d'argent, j'aménage mes petits chemins, j'ai plein de petits sujets à traiter. Je vois ce que je peux faire parce que c'est une échelle maîtrisable. Là, j'ai beaucoup plus de moyens, mais c'est d'abord apprendre à les gérer collectivement. Pas simple. Oui. Plus tous les enjeux politiques. Je suis pas d'accord avec Toto, Hariri. Il est de l'UDI ou il est de je sais pas quelle tendance. C'est pas la même que la mienne. Bref. Puis simplement, au-delà même des tendances politiques, il y a simplement apprendre à réfléchir à plusieurs. Ça s'apprend. Oui, il y a l'application du principe démocratique aussi derrière au niveau de la prise de décision et justement en fait tout cet argent en fait qui est collecté, est-ce qu'il va être réparti de façon véritablement réfléchie, pensée, justement quand on parle d'aménagement du territoire, ça touche vraiment à ça en fait, à l'essence et il y a beaucoup de questionnements derrière. C'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de freins notamment. Non, mais il y a c'est la résistance au changement aussi. Oui, aussi. Dès que quelque chose de nouveau arrive, on sait bien que c'est jamais très très bien accueilli. Ça, c'est un peu banal, mais... Et bref, donc... dans les nouvelles réformes territoriales, dans la réforme territoriale, il y a donc la répartition du développement économique qui est attribuée exclusivement aux régions. Exclusivement, donc c'est plus les services déconcentrés de l'État, c'est plus le département, et il délègue sur la base d'un accord conventionnel les compétences aux agglos, aux EPT, aux EPCI, enfin bref, aux communautés de communes. Et donc ces communautés de communes, elles se mettent d'accord à partir d'un plan stratégique qui a été voté par leur région, qui dit je vais faire ça, etc. Nous, tout le sujet sur ce qui nous concerne, c'est de dire il faut que les régions elles mettent en place des moyens qui permettent
d'accompagner les parcours des personnes dans tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou que ce soit dans la zone dense. Il faut que tout le monde ait accès aux mêmes services. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il faut que tout le monde puisse accéder, alors en physique, en ligne, il faut de tout. Et il faut que je puisse me former, être diagnostiqué, être accompagné, être suivi. Et ça, c'est vrai que je sois dans une communauté de communes de 5000 habitants ou au cœur de la métropole du Grand Lyon ou Nice ou à Toulouse, quoi. Il faut que tout le monde ait accès à la même chose. Donc ça, c'est tout notre... Donc on est en train de faire un pilote en Île-de-France, très très compliqué parce on se retrouve chef de file d'un consortium, avec les consulaires, enfin bref, c'est assez compliqué à gérer. Parce que là aussi, c'est apprendre à travailler à plusieurs, qui viennent d'horizons différents, qui ont des habitudes différentes. Mais le sujet, il est vraiment de montrer au plus grand nombre que c'est possible et que c'est efficace pour le territoire. Donc ça, c'est un des sujets, c'est arriver donc à avoir un modèle France pour cela. Et donc, c'est un peu notre trépied. Notre trépied, c'est à la fois l'ancrage territorial, la réforme de la formation professionnelle, on s'est beaucoup battu et on a réussi à faire reconnaître, bon, je ne sais pas si vous avez suivi ça d'un peu loin, mais maintenant, ça s'appuie, formation qualifiante, ça s'appuie sur un RNCP, c'est-à-dire reconnaissance des métiers. Et on a fait reconnaître le métier d'entrepreneur. C'est-à-dire, entrepreneur, ça s'apprend. Tout comme plombier, tout comme menuisier, tout comme... Voilà, donc, je peux me former au métier d'entrepreneur. Et enfin, le troisième... Donc, dans ce cadre-là, on a fait agréer un certain nombre de formations. Donc, c'est tout le cursus actuel, puisque c'est la réforme qui est en train de se mettre en place et qui va... laisser un certain nombre d'OPCO, ça s'appelait les OPCA aujourd'hui, donc il y en aura beaucoup moins, et voilà, il y a des regroupements en cours, donc nous on travaille à ça. Et le troisième clé pour nous, c'est tout ce qui relève du mécénat financier et de compétences. C'est-à-dire qui permet de cofinancer soit des types d'actions. Exemple, nous sommes agréés par l'éducation nationale, nous intervenons dans des établissements scolaires plutôt de publics de décrocheurs ou des lycées techniques. Voilà, parce qu'il faut bien se concentrer et que finalement c'est aussi ceux qui en ont quand même le plus besoin. Et donc on intervient, on a des expériences mais fabuleuses, quoi, extraordinaires, de jeunes qui sont complètement persuadés que ils ont zéro perspective, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et qu'ils sont... voilà, il n'y a pas de voie possible pour eux. Et ils se retrouvent dans des modules, enfin bon, en plus on a plusieurs formateurs qui sont absolument totalement passionnés, délirants, mais géniaux, vraiment, qui font des petits films avec eux, enfin, vraiment fabuleux. Et on a des jeunes qui sortent de... Alors, on a plusieurs cursus, des cursus très courts, puis des cursus qui durent 8 mois, avec comité de pilotage, jury... Et les gens leur parlent très normalement. C'est-à-dire personne, c'est comme un jury de classique, quoi. Hein. Donc ils défendent leurs projets. Ils ont des projets en général très ambitieux, très malins. Ils font des PowerPoint fabuleux. Ils ont des profs qui ne savent même pas faire un PowerPoint. Ils sont capables de sortir des trucs super beaux, avec des graphismes extraordinaires, etc. Des projets très malins. Et l'enjeu, c'est qu'ils comprennent qu'à partir de leur bac technique, ils peuvent accrocher les wagons et intégrer un cursus formatif. Et finalement, ça ne se verra même pas. Ils feront les mêmes études, on a des gens qui ont fait des bacs techniques et qui se sont retrouvés dans une école d'ingénieurs. Donc là, je ne vais pas dire que c'est possible pour tout le monde, mais c'est possible. C'est possible. Le truc, c'est de regagner confiance en soi, de se remettre dans une perspective positive, de se mettre dans une ambition. Et voilà, c'est ça le sujet, quoi. Hein, c'est d'arriver à être dans la bonne dynamique, dans les bons... Donc nous,
on vend à des entreprises privées, des fondations, par exemple, la possibilité de nous soutenir, de financer une semaine d'intervention dans un lycée, de soutenir, on a un bus qui sillonne les territoires, et bien de soutenir l'intervention du bus sur des territoires très défavorisés, et donc de gagner de l'intégrer dans le RSE, de faire intervenir aussi des personnels de ces entreprises en mécénat de compétences, parce que ça c'est vraiment, pour nous, c'est du civisme. On a des boîtes qui interviennent et qui ont d'autres métiers, qui sont des consultants internationaux, qui interviennent dans des tas de sujets. Quand ils viennent ici, ils nous donnent quelques journées par an de consultants. Je pense que c'est ceux qui sont le plus bouleversés, c'est eux. D'accord. Beaucoup plus que les entrepreneurs qui ont été coachés pendant une journée par... Bien sûr, ils sont très fiers, puisqu'ils savent que... On leur explique, ils savent que c'est un gros cabinet. Mais les autres, ils sont retournés comme des crêpes, quoi. Ils n'en reviennent pas. Donc, moi, je pense qu'il faut tout le temps maintenir ça. Et donc, pour nous, c'est ce que j'appelle c'est un peu ce trépied. C'est, oui, on est obligé de répondre à des appels d'offres. On est obligé de se retrouver face à des gens qui sont soit beaucoup plus chers et qui ont une très grosse notoriété et qui n'interviennent que pour des grandes entreprises, soit des gens qui crèvent de faim et qui vont acheter à n'importe quel prix. Donc, nous, on doit répondre à ces appels d'offres aujourd'hui. Donc, il faut maintenir cela et avoir un gros poste, un gros pôle formation qui soit sur les lignes de formation classiques et qui permet à des entrepreneurs de pouvoir se former, et la participation d'entreprises privées qui vont aussi nous faire intervenir dans le cadre de plans sociaux, mais surtout qui vont nous apporter leur support et leur support, soit en ressources humaines, soit en... Sachant que quand ils interviennent, ils ont une déduction fiscale, puisqu'on a un rescrit fiscal, donc c'est aussi un moyen pour eux finalement assez peu onéreux. Mais il y a aussi cette symbolique que ce qu'on fait doit être... il y a du public, il y a du privé. Il ne peut pas y avoir que du financement public, et il ne peut pas y avoir que le financement des gens, puisque très majoritairement, les gens qu'on accompagne sont demandeurs d'emploi. Alors là, je parle globalement France, hein. Enfin même Île-de-France. Je parle globalement Île-de-France, et la majorité des personnes qu'on accompagne sont demandeurs d'emploi. Allô ? Oui. Oui. Je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce qu'il faut que j'ai un autre rendez-vous derrière. J'ai pris un certain nombre de notes et on en discute après. Oui, bien sûr. Bonne soirée. Désolé. Un entrepreneur, Bonne soirée, Marc. merci Daniel. Merci. Au revoir. Marc est entrepreneur. Ah oui, c'est entrepreneur. Oui. En quelque sorte, oui. En Voilà, immobilier, il est en train de monter sa boîte. Il là, monte, quand même. oui, quelque chose. Ouais. Il monte sa boîte dans l'immobilier. Enfin, déjà, Oui, mais surtout dans l'évaluation de la durabilité par rapport à des critères développement durable, Ah oui. des bâtiments et des immeubles, oui. Parce qu'en fait, il est déjà aujourd'hui dans une régie dans une agence immobilière. dans une agence immobilière, et là, de en fait, s'orienter il un peut peu plutôt plus. s'orienter sur les aspects durabilité. D'accord. Que ce master lui ait servi à quelque chose. Ah, c'est un pari qu'il fait, hein, il sait pas trop. Bon, en tout cas, il a obtenu des financements publics, français. Et donc voilà, pour lancer sa petite entreprise. Voilà. Je ne sais pas si ça vous nourrit ou pas. Ah oui. Est-ce que tu fais autre chose Non, moi ce que je retiens, donc, c'est toujours c'est la feuille de route. En fait, ça se gère comme un projet. Enfin, La difficulté d'une structure hybride, hein, c'est la difficulté, et puis en même temps le formidable challenge, c'est d'avoir toujours les deux
franchement, c'est pas tellement... Enfin, moi, je trouve pas ça tellement compliqué que ça. Ce qui est compliqué, bien sûr, c'est le monde économique dans lequel on est. C'est l'équilibrisme, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est franchement très, très passionnant d'avoir des équipes, de les mobiliser. Ça fait chaud au cœur. Hein. Ça fait super chaud au cœur. Bon, moi, ça me déchire quand on a des gens géniaux qui partent pour des raisons d'argent. Parce que c'est clair que... Enfin, c'est ma principale obsession, c'est ça. C'est de trouver les moyens de... On est super attractif. On est super attirant. On a énormément de gens qui veulent faire des stages. Nous, on aime beaucoup transformer un stage en emploi. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un stage, on l'embauche souvent après. Parce qu'on embauche tout le temps. Enfin, on est tout le temps dans ce process de recrutement. Et quand les gens partent, vraiment, c'est tout le temps. Mais on est en larmes parfois. Hein. On se quitte, c'est terrible. C'est aussi des gens qui partent... on préfère qu'ils partent, mais voilà, comme dans toute boîte, les sujets RH, c'est quand même le plus compliqué. Hein. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de la mesure d'impact. C'est compliqué à mettre en place ou est-ce que ça peut aussi permettre de... Alors, nous, on a fait ce travail une fois avec Latam. Latam Latam Hopkins, le gros cabinet international de consultants. Et on a eu cette mission en pro bono. À 10, on était 10 entrepreneurs sociaux. On l'a fait tous en même temps. Donc avec Mosaïque RH, avec... D'accord. Enfin, c'était vraiment passionnant aussi de les mener parallèlement. C'était très très passionnant. Et nous, on s'est retrouvés avec une mesure ROI de 259%. Un retour sur le en France de je ne sais plus combien de millions d'euros. Enfin, un gros truc, quoi. Alors ça, c'est très passionnant parce que ça permet de voir, en gros, nous, la mesure d'impact, elle se mesure par quoi? Par combien d'entreprises ont été accompagnées, ont créé, combien d'emplois, et ensuite, sur une année, qu'est-ce que ça coûte, et ensuite, quel est leur retour sur le territoire en termes d'impôts, de charges, de TVA, donc de retour économique et social et fiscal sur un territoire. Donc c'est très très passionnant à faire. Surtout que quand on fait ça avec la Tamotkins, eux c'est pas au doigt mouillé. Faut pas se contenter d'un truc moyen, quoi. Pas signer un truc si c'est pas... Donc c'était très très intéressant à faire. Vous l'avez fait quand? C'était il y a longtemps? On l'a fait sur nos chiffres 2010. Ah ouais, okay. Donc on l'a fait en 2012. Et après vous maintenez? C'est quelque chose que vous suivez non, dans mais le temps, en fait, ou... non, parce que ça on l'a fait parce qu'on l'a fait ils nous ont mis 2 consultants à temps plein. C'est un énorme travail, la mesure. Prendre tous les chiffres qu'il faut récupérer, les DADS, tous les chiffres. Non, c'est un boulot de dingue, quoi. Enfin, leur méthode est dingue. Alors, il y a des gens qui utilisent d'autres types d'outils et qui m'ont proposé de le faire, de mettre en place un process plus durable. Donc on a essayé de le faire, mais on est toujours pris par énormément il y a des prios qui viennent sur d'autres prios et c'est ridicule, quoi. C'est absurde parce que ça devrait être dans les priorités et pour des raisons parfaitement économiques, c'est pas dans les priorités, ce qui est bien regrettable. Et on vous les demande pas? Il n'y a pas une... Non, c'est pas justement pour les... Ce qui est très très frustrant, alors je veux dire, la grosse frustration, c'est que nous, on était trop fiers du truc. Bien sûr, le chiffre de 159% de ROI, on n'était pas peu fiers, mais outre cela, je veux dire, on se dit, c'est quand même génial pour Internet, tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde s'en foutait. Bon. Vraiment. Ça, c'était pas très glorieux, quoi. Aucun... Oui, bon, alors soit ça fait, ah ouais, quand même, oui, bon, ça fait un peu rire, parce que c'est énorme. Mais justement, moi, je trouve que, heureusement que c'était signé par la dame, si c'était nous qui l'avions fait par un petit consultant, un consultant qui n'avait pas une étiquette,
le fait que ce soit la TAM qui le signe et qu'on ait le tampon la TAM, quand même, ça... Mais c'est pas quelque chose qui est encore dans les esprits, quoi. Entre nous, entrepreneurs sociaux, enfin à Choca, on en parle tout le temps, ça fait partie des sujets vraiment qui sont au cœur de nos réflexions, mais on est un peu seul, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant parce que les entreprises utilisent beaucoup cette notion d'impact pour essayer de vendre justement, on va dire, leurs actions. Et moi j'avais eu l'impression au sortir des cours que c'était demandé, attendu, puis finalement. Justement, quand une entreprise décide de te financer ou de te donner des ressources en mécénat de compétences, elle se base sur quoi ? Sur le discours que tu vas lui tenir, sur la mission que vous suivez alors attends, elle se base sur quoi ? Soit elle dit, voilà, nous, on cherche à s'impliquer dans une entreprise. Venez, pitcher, on va voir si on vous retient ou pas. Voilà. Donc on pitch, ils nous retiennent. Et ils disent, bah voilà, alors on a décidé en mode pilote, expérimental, de vous donner, je sais pas moi, 5 jours consultants par trimestre. Voilà. Et ensuite, bah, on va faire un bilan et puis on va revenir vers vous à partir du bilan effectué. Ou alors, d'autres cas, nous on s'intéresse beaucoup au secteur en question. Est-ce que vous pouvez on aimerait bien s'appliquer, on aimerait bien soutenir 3 entreprises qui sont dans le domaine de l'insertion par l'économique. Est-ce que vous pourriez nous proposer des entreprises et nous on va en choisir 3 ? Ou de la mobilité. Enfin voilà, en fonction du secteur de la boîte. Nous on est très très bon dans tout ce qui est petite surface de vente, petit commerce, on a vraiment une très très grosse expérience. Là, on veut bien soutenir 2 boîtes par an. Là, c'est dans leur modèle et ils sont prêts à distraire X heures consultants par an, sachant qu'un consultant, il ne travaille pas 35 heures ni 37. Plutôt des gens qui travaillent. Donc bon, bah... Un peu, tu vois, comme le président de la Fondation Chanel qui disait attends, mais moi, un cadre, il va pas me compter ses heures quand il va passer 3 heures. Ça, c'est normal, quoi. Ça fait partie de... Bah, en gros, des boîtes comme ça, elles considèrent que, de toute façon, les mecs qui gagnent un tel salaire, ils ont une telle truc... Enfin, voilà, c'est... Alors, après, la question, c'est comment il le travaille, comment il l'intègre dans la politique RSE. Moi, il y a une boîte que je suis donc j'interviens régulièrement auprès des équipes parce que leur objectif, c'est d'en convaincre davantage. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, ok, on fait pas mal d'argent. Bon, voilà, on peut... Il y a une boîte, par exemple, on fait pas mal d'argent, pardon, et donc, étant donné qu'on fait beaucoup d'argent, on peut faire un petit peu de retour à la collectivité. Parce que si on fait pas mal d'argent, c'est aussi parce qu'on a une collectivité, voilà, qui a des routes, qui a des écoles, qui tournent, voilà. Il y a des choses qui vont pas, bah, on peut participer modestement à ce que ça aille mieux. Il y a une boîte que je vois régulièrement, bon, on n'a pas encore tout à fait mis en place le process, mais ça progresse. Et le PDG, lui, le déclic, c'est qu'il a été voir ce film sur l'histoire de Total, le gros documentaire là, qui montrait la pollution par Total, je ne sais plus comment s'appelait ce film. Et donc c'est un gros cabinet. Il est allé voir le film avec son fils, et son fils lui a dit, non mais tu te rends compte que tu es vraiment au cœur du truc, c'est-à-dire en fait, je considère que tu es un des responsables de toute cette merde. Il m'a dit, en fait, il avait super raison, je n'étais pas très à l'aise, et c'est un peu le déclic, et j'ai commencé à m'impliquer, à regarder ce qu'il y avait autour de moi, comme association, dans lequel je pouvais faire un peu de bénévolat, m'impliquer, faire du mécénat. Bon, bah, évidemment, c'est des gens qui gagnent beaucoup, donc si tu mets de l'argent, tu as le rescrit, enfin, si tu donnes de l'argent, bah, tu as un retour. Mais enfin, il était, quand il m'a raconté ça, assez, comment dire, il y avait une modestie, c'est-à-dire, bon, bah, pas très fier, bon, bah,
Enfin, je vais quand même pas arrêter de bosser pour autant. Il faut bien que je trouve une solution pour lier les deux, quoi. Oui. Donc, des entreprises que nous prospectons sont des entreprises que nous prospectons ou qui nous font signe, sont des entreprises qui ont mis en place ou qui sont en train de mettre en place une politique RSE ou qui ont une fondation. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui existe, pas forcément complètement satisfaisant, où il y a, voilà, il y a soit le patron, soit 2-3 associés qui se posent le problème et qui vont essayer de faire avancer les esprits. Et nous, on a besoin, pas seulement d'argent, on a besoin aussi, enfin, je suis persuadé que la société, finalement, on est dans une société qui est de plus en plus scindée. Bien sûr, il y a quelques riches qui sont beaucoup plus riches que jamais. Moi, il y a un middle class, et puis il y a des pauvres qui sont beaucoup plus pauvres, avec un système d'aide, de soutien, etc. Et alors qu'avant, globalement, dans les écoles, il y avait un peu de pauvres, un peu de moyens, un peu de riches, et que ça pouvait fonctionner, aujourd'hui, on ne va plus dans les mêmes écoles. Je parlais du service militaire qui n'existe plus. On n'habite pas du tout dans les mêmes endroits. Je ne sais pas si vous aviez vu ce bouquin de Tom Wolfe qui s'appelait « Le bûcher des vanités », qui a été écrit à la création du RMI par Evin et Kouchner. Donc c'était il y a... je ne suis pas très bonne en date, mais je dirais 15 ans, quoi, à peu près. Bah, moi, je voudrais absolument le relire, mais en fait, il décrivait une société américaine où, vous voyez qui est Tom Wolfe, qui fait des polars un peu, mais toujours un peu socio-politiques, et il décrit une histoire du couple parfait qui vit sur la 5e, super appart, qui est photographié dans tous les grands magazines, etc. Le mec, grand avocat ou grand trader, je sais plus, grand trader, fils d'un grand avocat, enfin famille, machin, énorme. Et le mec, un jour, accident de parcours stupide, il va chercher sa maîtresse à l'aéroport, elle veut conduire la bagnole, elle se trompe de sortie, elle se retrouve dans le Bronx. Là, il tombe sur des noirs qui sont là et elle ne sait pas comment faire marche arrière. Elle panique, elle bute un noir, elle se bat. Et là, c'est évidemment la panique totale. Effacer la trace sur la voiture, garer la voiture, mais bon, il s'ensuit tout un... Et finalement, bien sûr, on ne se connaît pas, donc on a peur. Parce que ces deux noirs qui étaient là, ils ne voulaient pas forcément les agresser, mais bien sûr, le noir pense qu'il est vu comme un agresseur, donc c'est toujours la poule et l'œuf, dans quel sens ça se ment. Et finalement, bref, il y a tout un truc qui se passe, et finalement, on se rend compte à quel point, en mettant en place des systèmes comme le RSA, comme il y a des quartiers, tu as ton RSA, tu n'as pas besoin de bouger de là. Un des arguments terribles quand la carte Navigo est devenue la carte Navigo unique, il y a 3 ans, je crois, 4 ans, 3 ans. Ouais. Donc on circule comme on veut. On paye tous la même chose. Le truc injuste, c'est que plus j'habite loin, plus je paye cher. Quand même, c'est double peine, quoi. Oui. J'habite loin, je paye cher. J'habite près, et je paye rien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté pour les Parisiens et diminué fortement pour les autres. Ce qui fait que tout le monde paye 73, 75 euros. Oui. Et bien, un des arguments que j'ai lu mais plein de fois, des gens qui étaient contre, des élus qui étaient contre, il y a des gens des banlieues qui vont venir à Paris, qui vont venir voir nos enfants. Les gamins vont venir voir nos enfants dans nos écoles. Ah oui, ça oui. Non mais... Ouais. Donc il faut qu'il y ait de la rencontre, il faut qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait des passerelles. C'est très très important. Donc ça c'est vraiment un devoir civique de faire qu'il y ait des lieux de rencontre
de paroles, mais sur des choses concrètes, hein, parce que tu ne peux pas arbitrairement, enfin, il y a le grand débat national, je ne sais pas ce que ça va donner, mais tu ne peux pas dire arbitrairement, il faut que vous rencontrez-vous Madame Ravishnu de Stein et Monsieur de Lariette de Neuilly. On ne va pas se rencontrer comme ça. Mais je pense que toute cette démarche-là, elle participe de rencontres et d'échanges et de services mutuels. On se rend service parce que, encore une fois, quand le grand consultant a rencontré cette femme qui a monté, qui est africaine, qui a monté un resto vegan et qui va en credo et qui fait traiteur, etc. Et lui, donc il a passé un peu de temps à revoir avec elle le modèle économique, à recalculer le seuil de rentabilité, etc. Mais il sort de là, il est comme un môme, il est fou de joie. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui tout ça a du sens et lui explique comment elle a conçu les choses, d'où ça vient, les produits, comment... Sidéré. C'est du concret. C'est du concret. Elle a créé 3 emplois et comme un fou. Lui, d'habitude, il travaille chez Total ou chez Saint-Gobain. Alors, pas du tout la même chose. C'est des numéros, en fait. Exactement. Tout d'un coup, ça prend un peu plus de sens. C'est ça. Donc, pour moi, il y a à la fois cet aspect économique. On en a besoin pour avoir un modèle qui tient et pour continuer nos missions et continuer à servir le plus grand nombre et permettre au plus grand nombre d'avoir accès au savoir et donc au pouvoir, parce que évidemment le savoir va générer le pouvoir sur sa vie, mais aussi pour permettre à des mondes de se rencontrer et de se rendre service. Se rencontrer, en effet, comme vous le dites très justement, sur des raisons, sur des motifs concrets. C'est marrant ce que vous dites sur les transports, parce qu'il y a des régions de plus en plus en France qui se posent la question de donner la gratuité dans les transports. Parce qu'en fait ça coûte trop cher, la maintenance de tout le système en fait, de paiement, etc. En fait ça a l'air simple, mais en fait c'est hyper compliqué finalement, et ça coûte cher aux collectivités. Et il y en a qui se disent qu'au final, qui commencent à dire, il y en a une qui l'a mis, je crois que c'est dans le nord de la France, qui l'a mise en place en disant gratuit, ça me reviendra pas plus cher que ça ne l'est déjà, et de toute façon, même en faisant payer les usagers, je suis quand même à perte, enfin je ne gagne pas dessus. Je ne rentabilise pas, donc... Enfin, sur Paris, on en est loin. Hein. Je pense que... Non, mais Hidalgo vient de lancer la gratuité pour les jeunes. Oui. Gratuit pour les jeunes, prise en charge du complément du Navigo, enfin oui, c'est pas Navigo. Une carte imaginaire. Carte imaginaire. Pour les moins de 26 ans. Gratuit jusqu'à 11 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est... Enfin, moi, j'aimerais bien savoir ce que ça coûte, parce que... Enfin, moi, déjà, je comprends même pas qu'il n'y ait pas de conditions de ressources. Absurde. Je considère que, voilà, il y a nos gamins, enfin, si je puis dire, et puis il y en a d'autres. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Sans conditions de ressources, elle dit sans conditions de ressources, c'est absurde. Enfin, moi, je trouve ça absurde. Complètement dingue. On n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est comme la cantine, quoi. C'est normal qu'on ne paye pas tous le même prix à la cantine. C'est vrai. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle va reniveler, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant... elle voulait le faire pour tous. Elle a quand même bien annoncé. Ouais, elle a bien annoncé, Enfin, elle l'a bien annoncé, absolument. Donc, j'ai l'impression que bon temps pour les municipales. Bah, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. J'avais juste une question par rapport au sujet, parce que tu as quand même une fellow Ashoka devant toi, Stella. Et en général, les Ashoka, ils aident à changer d'échelle. Est-ce que donc, je sais pas dans quel cadre ils t'ont accompagné à ce moment-là, comment c'était. Et est-ce que c'est des moments un peu critiques pour justement l'histoire de dérive de mission ou pas forcément? Alors, en fait, tu es fellow Ashoka à 2 niveaux. Fellow créateur, je crée, je deviens et je suis retenu projet, ou fellow senior, parce que j'ai déjà développé. Ok. Donc moi j'étais fellow senior parce que c'était... Je pensais qu'ils existaient surtout quand... C'était il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans j'avais un réseau déjà bien... mais en revanche à Ashoka,
donc Ashoka, effectivement, moi j'ai vu plusieurs cas de fellows, soit qui ont lâché l'affaire, qui n'ont pas pu tenir le cap. En fait, tu es fellow à vie en réalité. Hein, si c'est toi qui es fellow, c'est pas ton entreprise. Fellow à vie. Donc tu es repéré finalement comme entrepreneur. Enfin, c'est comme ça que tu suis tout un cursus, ça dure 1 an avant d'être agréé par le board de Washington, très strict. Et un jour, on te dit, ça y est, t'es dans le truc. T'es dans le sein des saints. C'est assez spécial. Hein. Enfin, c'est pas du tout une secte, hein, mais c'est marrant, il y a tout un truc. Bon, c'est assez original. Bref. Et surtout que le fondateur, le mec initial n'est pas vraiment un tribun, c'est moins qu'on puisse dire. Bill Drayton, c'est pas le... Ah oui. Ah non, j'ai jamais entendu, j'ai lu, mais... C'est pas du tout le mec sympa, hein, vraiment pas. Vraiment, aucun... Rien de la caractéristique d'un leader, quoi. Il est plutôt antipathique. Ouais. Non, mais il a des super belles idées, mais... c'est pas bien les vendre, et pas très sympathique, pas très cool, enfin vraiment... Mais voilà. Donc en fait, tu peux... je pense que... Enfin, j'ai vu plusieurs cas, soit quelqu'un qui est parti complètement sur autre chose, il est toujours fellow, parce que voilà, mais il a complètement... Ou bien même des gens qui dérapent avec ce mirage, quoi, parce que on se retrouve projeté... Enfin, pour certains qui n'en ont pas l'habitude, hein, en particulier, parce que nous, déjà, on est parisiens, on est quand même dans des réseaux, des tas de gens qu'on connaît par nos études, etc. On est un peu, moi, je suis un petit peu moins impressionnable, peut-être, que d'autres qui peuvent venir de complètement d'autres univers. D'accord, oui, bah oui. Vraiment très, très différents. Donc, tout d'un coup, on se retrouve projeté, on a accès, je sais pas, au PDG d'Accenture, au PDG de grands groupes qui viennent à nos séminaires, qui vont participer, qui vont devenir ASN, ça veut dire Association Support Network, c'est-à-dire des bénévoles qui payent pour nous aider. Oui. Parce que Ashoka n'est financé que par du privé, hein, rien de public. Donc ils financent Ashoka et ils passent du temps dans les boards, ils viennent remettre au carré des trucs. Moi je me suis fait challenger par des mecs high level, quoi, vraiment. Et bon, ça peut impressionner énormément. Enfin, je dis pas que ça m'impressionne pas, mais je pense différemment de certains qui se disent, bon, mais ils voient des gens qui ont des super jobs, qui sont des... Voilà, c'est... Donc j'ai vu des gens déraper, soit la grenouille, un peu, psychologiquement, voilà, soit même un peu plus que psychologiquement. Donc ça peut... Je pense qu'il faut être quand même assez cadré dans sa tête, bon, je le pense pour tout d'ailleurs, hein, assez cadré dans sa tête, dans son entourage. Tu ne dois pas perdre pied. Il faut rester raisonnable. Donc Ashoka, si on n'est pas bien cadré, on peut se dire je suis devenue Miss Monde, quoi. Enfin, je suis mais projeté avec des gens qui croient en nous, qui nous soutiennent énormément, qui nous valorisent beaucoup. Dans un environnement très... Enfin, dans ce petit environnement-là, on est très valorisé, très soutenu, avec des opportunités assez passionnantes, avec que des gens modestes. Toutes les équipes Ashoka, c'est des gens super modestes. Ils sont tous des étudiants à la tête très très bien... Enfin, des gens qui ont fait des super études, ils ont la tête très bien faite, et ils sont d'une modestie, mais impressionnante. Enfin, ils sont tous super, vraiment, c'est incroyable. Et donc, Ashoka va permettre... Enfin, moi, j'adore ce réseau. Vraiment, je suis très fan. C'est magnifique. Et c'est vrai que moi, j'ai tout le temps envie de... Enfin, pas tout le temps, je peux pas tout le temps, mais j'ai souvent envie de participer, d'aider, voilà... Quand Ashoka s'est implanté en Grèce, moi je connais bien la Grèce, je parle un peu grec, j'ai beaucoup de réseaux en Grèce. Je suis allé plusieurs fois aider à l'installation d'Ashoka en Grèce ou au Portugal, voilà, parce que bon, je pouvais modestement renforcer le... Parce que c'est difficile, l'enjeu d'Ashoka, c'est de s'implanter partout, de repérer à chaque fois des fellows potentiels
qui vont pouvoir faire école ailleurs et élargir leur inscription. Et puis, ensuite, on tire mutuellement intérêt de ce qu'on fait. Oui. Comment bosser, comment élargir, comment parfois faire des passerelles entre nous. Voilà, c'est un réseau super. Donc, j'essaie de répondre à ce que tu dis parce que c'est très clé ta question. En fait, je pense que grossir, je fais vraiment la passerelle avec il faut être très cadré dans sa tête. Tu vois, donc grossir ça n'a de sens. Enfin, tu grossis pour élargir ton audience, pour continuer à faire ce que tu fais et le faire toucher plus de gens. Je pense qu'effectivement se développer c'est super important, c'est très bien de se développer, mais derrière il faut assurer quoi. Oui. Pas développer tout seul. Il faut mettre en place la structure pour ça. Après il y a des gens qui comptent sur toi. Parce que si c'est toi qui portes un développement, ça veut dire que derrière, tu vas mettre petit à petit un édifice en place et après il va falloir le tenir, quoi. C'est pour ça que je pose la problématique RH. Il faut petit à petit mettre le cadre RH qui va, etc. Enfin voilà. Donc tu peux, je ne sais pas si c'est perdre ton âme, mais tu peux dériver finalement parce que... et là se pose un sujet sur lequel Ashoka n'est pas complètement clair, c'est le sujet du juridique. Parce que le juridique est quand même un cadre qui structure les choses. Et il y a des fellows Ashoka qui n'ont pas de structure juridique qu'une structure juridique classique, c'est une SA. Une SA, si tu veux, c'est très simple. Une SA, c'est la majorité des gens qui ont les capitaux, qui ont le pouvoir. Donc j'ai vu plusieurs de nos amis fellows se faire dégommer gentiment parce qu'ils n'avaient plus la majorité au capital. Tu fais rentrer des partenaires, tu fais rentrer X, Y, Z, tu fais rentrer Xavier Niel, tu fais rentrer, etc. Ils se retrouvent au capital et un jour, tu n'as même plus la minorité de blocage. Tu n'as pas vu passer le truc, tu n'as pas vu, et pour te développer, à n'importe quel prix, tu n'es plus rien. Oui. Donc c'est un énorme sujet. Énorme. Et il se trouve que la seule structure juridique qu'il permet, c'est soit une structure avec une gouvernance coopérative, ou associative, ou... comment ça s'appelle SIC, enfin bref, voilà. Des structures juridiques qui le permettent. Sinon, finalement, l'entrepreneuriat social qui utilise n'importe quel statut juridique, bon, ok, c'est un entrepreneur social, mais il n'a aucune certitude de ne pas se faire dégommer un jour. Ça, on l'avait abordé en cours. Ah ouais. Oui. Sur des cas précis. On était parti du Mexique, là, sur les sociétés de financement, en fait, sur les sociétés de microfinance qui grossissent et qui à un moment donné, se trouvent avec un problème. Le patron, on va dire, de cette société n'a plus, en fait, le pouvoir. En fait, il se fait pousser, en fait, par les actionnaires. Ouais. Mais moi, j'ai audité des structures au Pérou de ce type et j'ai vu ça plein de fois. Oui, c'est ce que disait Maria. Si on j'ai vu ça plein de fois au Pérou. Oui. Plein de... majorité, c'est tout à fait ce genre de situation. Donc le cadre juridique, c'est quand même le cadre. Oui. Et par exemple, la ruche qui dit oui, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, d'un fellow Ashoka, il s'est fait vider par les actionnaires. Ah, oui. Ah bon? D'accord.
Ils ont perdu leur âme ou ça reste moi, pas en tout vraiment cas, j'y foutrais plus les pieds, quoi. Pour moi, c'est très clair. Le type qui a fondé, un jour, ils s'en sont rendus compte. C'est-à-dire qu'il a fait entrer au capital des Xavier Niel, des gens comme ça. Et puis un jour, on lui a dit, écoute, c'est gentil, tu vas continuer à faire ça ailleurs, parce que nous, on ne veut plus. Au début, ils lui ont donné un poste de commercial, et tu gardes le même salaire, et tu es commercial, et je sais pas quoi. Il avait mis 2 ans à monter le truc. Bon, maintenant, il travaille sur un autre projet. Bon, c'est un type qui n'est pas... sans ressources. Voilà, il faut monter d'autres projets, mais enfin, c'est juste ignoble. Évidemment, le truc, c'est une petite niche, mais super maline. Ça coûte pas cher, t'installes ça n'importe où. Il avait quoi comme statut, du coup, lui ? Et ça, je crois. T'installes ça dans un garage. En fait, ce qui coûte cher, c'est le logiciel, enfin, l'investissement et le logiciel qui permet de centraliser les commandes, etc. Et on a un tout près, nous on y allait assez régulièrement, parce qu'il y avait un boucher de... Enfin, tout ça, c'est aussi de l'économie locale, quoi. Donc il y avait un boucher super génial, des truites, enfin, vraiment, le local de l'Île-de-France, quoi. Ce qu'on peut trouver comme viande, comme poisson, comme fromage, comme fruits, légumes, pain. Les fermiers boulangers, tout un réseau de fermiers boulangers. Et donc c'est très malin, on part d'une très très bonne intention, c'est super futé. Ça crée des emplois à temps partiel, parce que les personnes qui animent le truc, bon, ça fait un gros mi-temps, quoi. Mais ça crée du lien social sur des territoires. C'est super, super malin. Ouais, une fois que le s'est fait vider, j'ai dit à tous mes amis, enfin, bon, il se trouve qu'à Paris, on a d'autres trucs, il y a des biocops, il y a plein d'autres systèmes locaux qui permettent d'acheter à des producteurs, enfin, qui permettent d'acheter... mais enfin, c'est dégueulasse, quoi. Mais bon, ça, c'est le poids du capital. C'est pareil, la favela chic en bas, qui était un super projet, les fondateurs se sont fait vider salement, quoi. Ah bon ? Ouais. Le truc est super sympa. C'est quoi ? C'est la favela chic, c'est une boîte restaurant. Ouais, c'est ça dont tu parlais. J'y allais, c'est hyper... elle existe depuis longtemps. Ah ouais. C'était, au début, c'était à Oberkampf. Puis ensuite, ils sont venus s'installer ici. Et Rosanne et son copain, je ne sais plus son nom. Et ils faisaient... donc, c'est des artistes, c'est des Brésiliens qui faisaient à manger. Enfin, le concept est très sympa. Et avant, c'était même ouvert le midi. Donc, en bas, à l'intérieur, il y avait une espèce de grande table. Donc, on invitait justement des boîtes, des gens à manger qui adoraient. Parce que ils se sentaient un peu dans un monde un peu... Ailleurs. Et voilà, et tu mangeais de très bons trucs, des feijoada, des trucs vraiment géniaux. Et puis, bon, voilà, le soir, tu prends un petit verre. Alors, petit à petit, ils privatisaient le soir à telle boîte, à l'ICFR, pour un anniversaire, pour un événement. C'est super grand. Puis, ils ont racheté, à la demande des propriétaires, les boutiques qui sont là, en bas, qui étaient là. Donc, ils ont un peu élargi. Et là, ils ont fait rentrer les brasseurs au capital. Parce qu'ils ont repris l'équivalent de 3 boutiques, parce que c'était juste à l'intérieur. Donc, ils ont repris 3 boutiques, ce qui fait que maintenant, on rentre du faubourg. Et bien sûr, là, ça veut dire, en termes d'investissement, ils ont fait des travaux, ils ont repris les boutiques. Bon. Ils se sont fait rentrer les brasseurs au capital. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont retrouvés sans minorité de blocage. Si tu penses, si tu sais pas bien, enfin si tu fais pas gaffe, et si tu sais pas bien lire un contrat, les mecs qui sont habitués, gravement habitués, quoi. Et tu vois le mec très sympa avec sa moto, en fait c'est des pilleurs, quoi. C'est des gens qui font que ça. Ils repèrent, ils vont dans des lieux, ils repèrent le lieu. Eux, ils ont fait tout le boulot commercial, original, créatif, artistique. Et puis, après, tu récupères. Alors, évidemment, tu sens que c'est tout à fait pareil, mais ils ont gardé une partie de l'équipe. Mais les fondateurs, du balai. Et c'est le pouvoir capitalistique, quoi. C'est... Ouais, c'est... Ça rejoint ce que je disais sur la concurrence. Enfin, là, je dérive un peu, mais j'entends, par exemple, que le groupe Bouygues commence à parasiter le milieu associatif dans tout ce qui est éducation, etc. Ils répondent maintenant à des appels d'offres sur des centres d'éducation. Et alors,
qui n'ont aucune compétence en la matière, en fait. Ils sont en train de tuer tout un milieu, tout un tissu, en fait. Mais à part ça, Bouygues fait de la RSE. Mais c'est honteux, hein. En Essonne, ils sont en train de parasiter vraiment tout le tissu associatif au niveau éducatif. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Donc, ça fait peur. Mais on l'avait déjà noté, Bouygues qui est derrière, La Ruche par exemple, avec justement tous les espaces de coworking et les mises en relation avec les startups, ils sont derrière ça. Ils grattent partout et ça fait mal, mais ça revient justement sur cette histoire. Voilà, à un moment donné, mais le marché. Nous sommes les anticipateurs, on repère des trucs. Enfin, je dis on parce qu'on fait partie de ces gens qui sommes à l'origine d'un certain nombre de choses. Enfin, les gens comme... et ensuite, le truc arrive, le marché est levé. Et oui. Et nous, si on était une structure commerciale, c'est sûr on aurait, on aurait pu être absorbé au capital par des gens qui sont venus nous voir et qui nous ont fait des tas de... Après, on se fait piquer tout, parce qu'après, tout se retrouve dans le... Voilà, c'est pas ça, c'est la loi du genre, quoi. On est les premiers, après, quand on a créé un truc, on peut pas se plaindre qu'il y ait d'autres gens qui l'utilisent et qui en... Ah ouais. Ouais. Encore faut-il que cela reste un minimum sain, en fait. C'est ça derrière. Que oui, la concurrence normale, mais ça doit rester quand même... Et là aussi, il y a une dérive. Pour le coup, on tombe sur des dérives. C'est là où... Complètement. Ah ouais, complètement. Très bien.